suis en train de regarder dans les paramètres, mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Non, je crois pas. Non. Il y a son, vidéo, mais pas de... Bonjour Bertrand, bonjour Dominique. Il est 9h. Donc, je vous propose de démarrer. Ça fera venir les autres, à moins qu'on laisse un peu de marge. Qu'est-ce que vous en pensez, Tiffany, Mathieu? C'est comme tu veux, Philippe. Allez, moi, on peut démarrer avec plaisir ou on peut attendre encore 2 minutes. Bon, qu'est-ce qu'en dit Dominique des bords du lac Léman? Son micro est coupé. Ton micro est coupé, Dominique. Est-ce qu'on démarre à l'heure ou est-ce qu'on attend 2 minutes? Comme vous voulez. Moi, après, voilà, je vous laisse le choix. J'étais à l'heure, la Suisse est à l'heure. Oui, comme toujours. Mais je vois qu'il y a du monde qui arrive encore, non? Oui, il y a du monde qui arrive, oui. J'ai forwardé à quelques-uns de mes clients, donc on verra s'ils sont là, mais pour l'instant, je ne vois personne. On va commencer à 9h02. Est-ce qu'il commence à faire froid à Lausanne aussi, Dominique? Bon, j'arrive à lire sur les lèvres, c'est bon, mais le micro était coupé. Eh bien, on va démarrer. Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis content d'être là avec vous. Je suis, même si la plupart d'entre vous me connaissent, Philippe Calousian, associé fondateur d'Islin, qui est un cabinet de conseil en stratégie et en transformation à l'ère du digital. Je suis là aujourd'hui avec Mathieu Hugues de Tilcal, Bonjour à tous. Une partie de son équipe. Il aura l'occasion de se présenter. On a souhaité inviter Mathieu de Tilcal. Mathieu, c'est un ancien collègue
de lointaine époque maintenant, où on était consultant dans une grande maison. Et en plus, c'est un ami. Et nous, on trouve que ce qu'il fait, c'est génial dans sa société. On a été amené, nous, à Iselin, à intervenir 2 fois ces 18 derniers mois sur des projets de blockchain à différents stades, où on étude et mise en œuvre. Celui où on était le plus loin, c'est Voltaire. Voltaire, qui est un broker d'énergie renouvelable, qui a souhaité aller beaucoup plus loin que les certificats d'énergie et montrer à ses clients que leur argent servait à financer des centrales renouvelables en traçant demi-heure par demi-heure l'affectation de leurs euros au kilowattheure vert et en mettant cette affectation dans de la blockchain pour assurer que ce n'était pas n'importe quoi. Et on a aussi travaillé là uniquement en études pour tracer des pièces d'avion, des pièces critiques d'avion et attester qu'elles étaient bien montées dans les avions par les bonnes personnes avec les numéros de série qui allaient bien. Par ailleurs, avec Mathieu, on est en train d'explorer l'utilisation de la blockchain pour de la traçabilité dans le monde de la chimie. Et donc ce matin, on est là 1 heure ensemble jusqu'à 10 heures. On va avoir à peu près une demi-heure, 40 minutes de discussion avec Mathieu. On notera les questions que vous pouvez poser dans le chat de la vidéoconférence. On y répondra au fil de l'eau si ça correspond à des sujets qu'on est en train de traiter, ou sinon on aura 15-20 minutes de questions-réponses à la fin. Mathieu, je te propose de te présenter et puis je te passe la parole. Ok. Donc bonjour à tous. Mathieu Hugues, Philippe a déjà dit pas mal de choses sur notre passé commun. Moi, je suis depuis une quinzaine d'années entrepreneur dans le numérique. Et après une première boîte que j'ai revendue au groupe Fujitsu, j'ai remonté en 2016 avec 2 associés, une société qui s'appelle Tilcal. On est 18 aujourd'hui. Et notre objet, c'est de permettre aux industriels d'acquérir et de valoriser en fait la donnée de traçabilité tout le long de leur chaîne d'approvisionnement à des buts notamment de transparence vis-à-vis de leurs clients, à des buts de meilleur contrôle de l'ensemble de la chaîne ou de réponse à des questions plus de réglementation. Et donc, l'idée ce matin, c'est de partager avec vous, à travers à la fois les expériences que Philippe a pu avoir et puis ce que nous, on a pu construire, d'avoir avec vous une discussion sur finalement d'abord pourquoi est-ce qu'on parle de traçabilité des supply chains. Ça a l'air d'être un sujet. Alors, c'est à la fois un sujet à la mode et à la fois on a l'impression que c'est quelque chose qui doit exister depuis très longtemps. Donc, c'est quoi les enjeux qu'il y a aujourd'hui dans les supply chains modernes à travers différents secteurs qui font que cette question prend une acuité nouvelle. Et puis, on parle beaucoup, ça fait quelques années, qu'il y a des gens qui parlent de cette fameuse technologie, blockchain, etc. Mais finalement, pourquoi? Enfin, qu'est-ce que ça a comme sens? Et notamment, qu'est-ce que ça a comme sens dans ce contexte particulier de traçabilité industrielle? Donc, c'est ces 2 points sur lesquels je voudrais partager quelques points de vue et qui, après ça, peuvent entraîner, j'espère, beaucoup de discussions. Ok. Est-ce que tu veux dire 2 mots sur Voltaire, les 2 projets que tu as évoqués au début, ou est-ce que je démarre directement? Je peux dire quelques mots, oui. Donc, Voltaire, c'est l'exemple d'un client qu'on en voit assez peu. Finalement, la plupart des fondateurs et de nos interlocuteurs étaient des polytechniciens qui avaient trempé dans l'énergie de nombreuses années et qui étaient en plus des écologistes, ou en tout cas des gens qui souhaitaient faire baisser le carbone dans la consommation d'énergie de manière très convaincue et qui trouvaient que le système de certificats d'énergie totalement absurde, puisque, pour vous donner une illustration, on pouvait en tant qu'industriel acheter des certificats industriels français, acheter des certificats d'énergie en Islande, sachant que les réseaux ne sont même pas connectés. Et donc, montrer qu'on faisait des économies de CO2 alors qu'on n'en fait pas du tout. Donc, eux, leur appel d'offres était à la hauteur de leur capacité conceptuelle et ils nous demandaient comment est-ce qu'on peut tracer
Enfin, notre boulot de broker d'énergie, c'est d'affecter des kilowattheures verts à des clients qui veulent passer des contrats de consommation de kilowattheures verts. Et pas que quand il y a du vent et quand il y a du soleil, mais aussi souvent que possible, y compris la nuit et y compris les jours où il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil. Donc, il souhaitait montrer que au pas de temps de Enedis, qui est la demi-heure par demi-heure, on était capable de prendre l'argent des clients et de l'affecter à des centrales biomasse, photovoltaïques, éoliennes, etc. Et tout ça, et c'est ça qui rendait la chose assez corsée, c'est qu'il ne fallait ni divulguer la liste des clients, parce que ça fait partie des actifs clés de la société, ni les sociétés qui produisent, parce que ça fait aussi partie des actifs clés. Donc, on doit démontrer qu'on affecte des kilowattheures vers, enfin en tout cas de l'argent vers des kilowattheures verts, sans divulguer ni les producteurs ni les consommateurs. Donc, la mission a été assez compliquée parce qu'il fallait monter une architecture de blockchain pour faire ça. Et ensuite la mettre en place, ce qu'on a fait, et on avait fait une belle communication ensemble en avril 2019. Et alors, le truc qui est intéressant aussi, c'est que finalement, cet argument qu'il pensait redoutable au plan du marketing, en fait, aujourd'hui, cet argument est assez peu utilisé parce que pour la plupart des clients qui sont des collectivités locales, la plupart des consommateurs d'énergie, c'est très compliqué de comprendre cette preuve par blockchain. Et en fait, ils font confiance à leur fournisseur Voltaire et ils ne vont pas voir dans la blockchain. Donc, c'est, je dirais, une espèce de contre-exemple de traçabilité, puisque finalement, là où on imaginait que ça allait être déterminant, ça ne l'est pas. Alors, peut-être que ça le sera demain. Ils ont peut-être eu raison trop tôt. Et du coup, ce qui est intéressant, Mathieu, c'est de voir les exemples. Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu Philippe. Est-ce que... Ouais, on a perdu Philippe. Il Ah, c'est ça. parlait de voir les exemples. Est-ce que peut-être Bah, je pense que du coup, je tu peux les vais présenter? enchaîner. Ah, bah voilà, Ouais, c'est revenu. voilà. Donc, Mathieu, ce qui serait intéressant, c'est de voir les exemples que toi, tu as traités avec tes clients Ouais. pour voir à quel point on est dans des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus parlantes aux consommateurs. Ok, j'espère. J'espère que, en tout cas, j'espère que ce sera sensible. Alors, je vous propose, pour démarrer, je vais vous partager une petite présentation. Ça m'aidera à discuter avec vous. C'est bon, tout le monde voit ma présentation? Oui. Ouais. Déjà, ce que je vous propose, c'est de commencer par justement cette question de traçabilité. J'ai vu que Dominique avait laissé une suggestion disant qu'il pouvait expliquer quels sont les enjeux dans l'horlogerie. Ce que je vous propose, c'est de, peut-être, à mon avis, c'est plus simple si on prend ça à la fin, mais ce sera intéressant de croiser par rapport effectivement aux enjeux qu'on voit nous et que je voudrais expliquer rapidement. Quand on parle de traçabilité, finalement, ça a l'air d'une question qui est assez simple, quoi. C'est-à-dire que finalement, c'est quoi une traçabilité? On peut tous avoir un début d'idée, quoi. Bon, en gros, c'est d'où vient le produit, quoi. Par où il est passé, quels ont été ses chemins, peut-être comment il est fabriqué, quelle est son histoire, est-ce qu'il a eu un impact social ou environnemental, est-ce qu'il est recyclable ou pas? Et en fait, on s'aperçoit qu'on a l'impression que la question est très simple, mais en fait, quand on creuse dedans, on s'aperçoit qu'il y a énormément de sous-questions, de sous-cas, qui deviennent tout de suite assez délicats à traiter et à envisager. Et en fait, tout quand on prend toutes ces questions une par une, on s'aperçoit qu'elles sont assez compliquées à répondre. Je vais prendre un exemple juste sur la composition. On va tous au supermarché acheter, par exemple, de l'huile d'olive. Quand vous allez, s'il faut regarder un peu attentivement les bouteilles d'huile d'olive que vous avez au supermarché à côté de chez vous, vous avez une bonne chance, en tout cas en France, qu'il y en ait plus d'une sur deux sur lesquelles il y a écrit origine, UE ou non-UE. Donc là, c'est vraiment une information d'origine hyper intéressante, c'est-à-dire que vous savez que les olives viennent de quelque part sur Terre. Donc là, il y a deux hypothèses. C'est soit vous êtes confronté à un fabricant qui ne veut pas vous dire,
mais soit, et c'est en fait malheureusement plus probable, vous êtes confronté à un fabricant qui ne sait pas vous dire. Parce qu'en fait, c'est relativement compliqué de remonter ce genre de filière et d'avoir de l'information qui va provenir d'un certain nombre de fournisseurs en amont. Et il y a principalement 4 raisons qui font que c'est assez compliqué de répondre à ces questions de traçabilité sous ces différents angles, et néanmoins, c'est relativement important. La première raison, c'est que c'est un terrain dans la relation avec le consommateur, c'est un terrain qui est, comment dire, sur lequel il faut prendre des précautions. Je pense qu'on est à une époque où finalement le discours de marque qui pouvait exister il y a quelques années, qui en gros consiste à dire faites-moi confiance à moi, marque, parce que je suis une marque connue, c'est un discours qui n'a plus, qui n'a plus de prise, qui n'a plus d'impact aujourd'hui. Ça se voit très bien dans l'agroalimentaire, où vous avez en France, en gros, 3/4 des gens qui sont inquiets pour leur sécurité alimentaire. On peut penser que c'est bien ou pas bien. En fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est un état de fait de la population. Et c'est une inquiétude qu'on retrouve un peu partout dans les pays développés, à des degrés moindres, mais dans les pays où les gens ne sont pas très inquiets, comme aux États-Unis ou en Angleterre, c'est quand même 1 personne sur 2 dans les sondages depuis 5-6 ans qui expliquent qu'ils sont inquiets de leur sécurité alimentaire, ils ne font pas très confiance à l'industrie, etc. Et ça a un impact, c'est que ça entraîne des changements d'habitude et des changements d'achat. Vous avez plus d'1 personne sur 2 en France qui a déjà renoncé à un achat parce qu'il ne sait pas bien d'où vient le produit, par manque de confiance. Et évidemment, on voit de la même façon ce genre de choses arriver aussi, ce genre de demande de transparence arriver dans d'autres secteurs. C'est par exemple les campagnes Women My Clothes qui ont éclos après l'incident du Rana Plaza il y a quelques années. Donc il y a vraiment une demande forte du consommateur qui s'étend petit à petit à tous les secteurs. Je pense qui a largement démarré dans l'agroalimentaire, mais qui s'étend aujourd'hui, d'avoir une compréhension finalement de quand j'achète un produit, à quoi je contribue. Quel est l'impact de mon achat, quel est l'impact donc du produit que j'achète. La deuxième difficulté, c'est que pour répondre à cette question, ne serait-ce que sous l'angle d'où vient mon produit, quel a été son parcours de vie, il ne suffit pas juste de suivre le produit. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple une veste comme on peut la présenter là, avant d'être une veste, ça peut être des fibres de plastique recyclées, ça peut être du coton, et puis quand une fois qu'elle est fabriquée, c'est plus jamais une veste, c'est un carton, c'est un conteneur, c'est des camions, etc. Et ça redevient une veste une fois qu'elle est en magasin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, si vous voulez suivre la veste et pouvoir raconter son histoire, en fait, il ne suffit pas de se dire tiens, je vais marquer la veste, je vais mettre un RFID sur la veste ou je ne sais quoi. En fait, ça ne remplit pas du tout le job. Si vous voulez pouvoir remplir ce job, il faut savoir ce qui s'est passé dans les champs de coton ou au niveau du recyclage pour la fabrication des fibres, et il faut savoir ce qui se passe sur les containers, les camions, etc. Et donc, il y a une difficulté intrinsèque qui est que les produits sont empaquetés, ils sont stockés, ils sont dépaqués, ils sont repaqués, ils sont copaqués, ils sont transportés par différents acteurs, etc. Donc, en fait, il faut pouvoir raconter l'histoire d'une veste. C'est en fait mettre bout à bout tout un tas de petites histoires qui ont trait à plein de choses, sauf globalement la veste en question. Et donc, comment est-ce qu'on va chercher ces morceaux d'histoire qui se trouvent par ailleurs, et ça c'est l'autre troisième grand enjeu, qui se trouvent par ailleurs disséminés dans des écosystèmes qui sont assez compliqués. C'est-à-dire que quand on analyse une supply chain d'un point de vue un peu, j'allais dire, stratégique, lointain, on va tomber en gros sur un schéma comme ce qu'on peut voir sur la gauche. Donc c'est une chaîne de valeur assez simple, avec quelques acteurs, etc. Mais quand on regarde la réalité opérationnelle de ce qu'est une supply chain de complexité tout à fait standard aujourd'hui, c'est plutôt le schéma que je montre sur la droite, qui en l'occurrence a été fait avec différents industriels du food pour essayer de symboliser de manière simple à quoi peut ressembler une supply chain dans l'agroalimentaire. Et là encore, ce qu'on ne voit pas sur un schéma comme ça,
c'est tout ce qui est typiquement zone de libre-échange, tout ce qui est co-packing, tout ce qui est sous-traitance. Je prends un exemple tout simple sur la sous-traitance, mais par exemple dans le transport aujourd'hui, c'est assez commun qu'entre le prestataire logisticien d'un transport et le gars qui amène son camion pour transporter des marchandises, qu'il y ait 3, 4, 5, 6 niveaux de sous-traitance. Donc la réalité en fait opérationnelle, c'est qu'en gros, dans beaucoup de cas, vous ne savez même pas qui transporte vos marchandises quand vous êtes industriel. Et donc, si vous ne savez même pas qui transporte les marchandises, c'est a fortiori bien compliqué de pouvoir en assurer une traçabilité tout le long de la vie. Et par ailleurs, il y a dans ce genre de schéma un peu compliqué, il y a un deuxième effet, c'est que les acteurs rentrent et sortent beaucoup. Et donc, en gros, tout le monde connaît à peu près, connaît normalement bien ses fournisseurs amont et aval au niveau 1, les fournisseurs tier 1 amont et aval. En général, beaucoup d'industriels ont une connaissance au moins du nom des fournisseurs tier 2. Mais dès qu'on est en tier 3 ou au-delà, c'est globalement plus, on ne sait même plus qui sont les fournisseurs. Et ça, c'est de manière assez récurrente et qu'on retrouve dans beaucoup d'industries. Donc à partir de là, quand on ne sait même pas qui sont les fournisseurs, ça devient évidemment compliqué de pouvoir assurer la traçabilité. Donc il y a vraiment une complexité intrinsèque et qui est encore augmentée par des questions de maturité. C'est-à-dire qu'évidemment, et notamment en termes de système, de digitalisation, etc. Il est bien évident qu'entre le niveau de maturité digitale d'une coopérative de coton en Afrique et d'un gros industriel, d'un gros fabricant de vêtements en Europe, il y a une différence de maturité relativement importante et donc une capacité à aller prendre de l'information et à la mettre en commun qui est complexe. Et enfin, je terminerai là-dessus. Il y a un quatrième enjeu qui est assez significatif, c'est que en fait, la maîtrise de la chaîne, en particulier dans des environnements complexes, et le fait qu'on ne connaisse pas finalement tous les acteurs qui contribuent à la supply chain, fait que tout ça a des impacts importants en termes de réputation et d'une réputation qui est compliquée en fait, à gérer pour les industries, pour les marques, parce que c'est une réputation qui n'est pas liée directement à eux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une émergence de tout un tas de phénomènes sur ces chaînes très atomisées, très fragmentées, qu'on peut globalement appeler du commerce illicite et qui prennent aujourd'hui une ampleur qu'on peut qualifier d'assez importante. Suffisamment importante, par exemple, pour que des acteurs économiques très centraux, comme par exemple le London Metal Exchange, qui est la plus grosse bourse de métaux au monde, disent moi, en fait, à échéance 2025, je veux que la totalité des métaux qui sont tradés sur le LME soit 100% traçable. Donc, on sache exactement d'où ça vient. Pourquoi? Ça répond à quoi? Ça répond à tout un tas de questions qu'il y a aujourd'hui sur, par exemple, l'origine du cobalt, du tungstène, etc., qui sont des métaux qui massivement viennent de mines en Afrique où il y a des problématiques, en gros, de financement de groupes armés, de travail d'enfants, etc. Mais donc, on a un acteur quand même assez central du système économique, une bourse, qui vient dire, en fait, moi, j'estime que mon risque de réputation, il est suffisamment important sur les gens qui viennent juste faire du trading sur ma plateforme. Donc, mon risque de réputation d'être exposé à des métaux d'origine anormale, on peut dire, est suffisamment important pour que j'exige une traçabilité complète de ces métaux à échéance 2025. Et ce que dit le LME, c'est 2025, vous ne savez pas me prouver l'origine des métaux, vous n'avez plus le droit de trader chez moi. En gros, je vous tire une balle dans la tête, symboliquement. Et on voit aussi ce risque de réputation sur un secteur complètement autre arriver. Et là, c'est intéressant, ça boucle avec le premier enjeu, avec y compris des phénomènes où quand Greenpeace, par exemple, veut lancer des campagnes pour inciter un certain nombre de marques à s'engager de marques textiles, à s'engager pour éviter les pollutions environnementales, ils vont carrément détourner la promesse d'une marque connue en lui disant c'est quoi, just do it, puisque tu prétends que c'est si facile de just do it, fais-le, engage-toi, arrête de polluer.
Donc, il y a vraiment cet effet avec cette montée, à la fois cette complexité des chaînes, cette montée de la demande du consommateur de comprendre ce qui se passe, une pression sur les marques qui s'exerce extrêmement forte pour être capable de mettre en avant ou d'expliquer l'origine des produits. On peut le voir dans l'autre sens, et le sens positif, et je pense qu'il y a le sens intéressant à regarder, c'est qu'il y a une opportunité extraordinaire pour les marques qui maîtrisent leur supply chain et qui vont être capables d'expliquer d'où viennent leurs produits. Il y a une opportunité extraordinaire de différenciation et de se démarquer de ceux qui sont juste pas capables de fournir cette information ou qui ne souhaitent pas fournir cette information pour diverses raisons. Donc, si je résume, il y a vraiment, on est dans un contexte, dans le développement industriel, je dirais, des 15-20 dernières années, où on a des supply chains qui sont extrêmement fragmentés, et c'est très visible. Hein. Vous avez à peu près tous les dirigeants dans le monde, tous les dirigeants industriels dans le monde qui disent que leur rêve, ce serait d'avoir une vue à 360 degrés de l'ensemble des flux, notamment externes, de leur entreprise. Donc, des supply chains très fragmentés, avec deux grands enjeux générés par cette fragmentation. Un, des impacts économiques qui sont liés au fait que les chaînes fragmentées, elles sont un peu déstabilisées, et il peut s'y passer tout un tas de problèmes anormaux. Exemple simple, dans le textile, vous avez à peu près 7% du CA de l'industrie qui disparaît en contrefaçon. C'est quand même relativement notable. Et d'autre part, ces questions d'image de marque, qui sont encore une fois une grande demande des consommateurs et qui sont du coup une grande opportunité pour les marques de se différencier. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça fait effectivement 40 ans que dans beaucoup d'industries, on fait de la traçabilité. Ça, c'est une relativement bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a plein de points de contrôle. Simplement, ce qu'on peut observer, c'est que les points de contrôle qui existent aujourd'hui, ils ont tendance à être très disséminés et être très ponctuels. Quand vous avez quand vous interrogez les grands cabinets d'expertise type Bureau Veritas, SGS, etc., ils estiment que globalement, ils surveillent, ils prennent en compte 1 à 2% du total des flux de produits mondiaux. Donc, quand je dis on est sur une vue ponctuelle de ce qui se passe, on est vraiment sur une vue ponctuelle. Et en outre, quand un expert va, par exemple, dans un champ de coton pour vérifier qu'il n'y a pas de travail d'enfant, il y va une fois et puis il va y retourner 2 ans après. Donc, le jour où il y va, il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans les champs, ok, c'est assez évident. Qu'est-ce qui se passe dans les 750 jours qui séparent ces deux expertises? Bon, on peut quand même se poser 2-3 questions. Il y a aussi une isolation assez forte des systèmes sous-jacents à la saisie d'informations et à la consolidation d'informations autour de la traçabilité. On a eu un exemple assez flagrant en 2018 quand il y a eu ce cas de rappel en Europe sur du lait pour enfants. On a vu l'industriel et les distributeurs se rejeter la balle sur tu m'as donné, je t'ai dit la liste des lots à rappeler, mais non, tu m'as pas dit tous les lots, mais il en manque, etc. On voit bien, on est exactement là dans un système, dans une question d'isolation et de décorrélation finalement de l'échange d'informations. Et c'était bien la préoccupation de notre client dans l'énergie, c'est que les certificats d'énergie, c'est au mégawattheure et c'est tous les ans. Lui voulait donner une vision au kilowattheure, donc 1000 fois plus précis et toutes les demi-heures. Ouais. Et ça change tout. C'est comme tu dis, quand l'expert passe tous les 2 ans dans le champ, on ne sait pas ce qui s'est passé dans les 750 jours entre les deux. Exactement. Pour aller tout à fait dans ce sens-là, il y a un phénomène qui est assez commun dans pas mal d'industries, c'est-à-dire à la fois qu'on retrouve dans le textile, les cosmétiques, ensemble de petits équipements électroniques, etc., qui existe un peu partout, mais qui est très fort en Asie, c'est tout ce qu'on appelle les marchés gris ou les importations parallèles. Donc, en gros, vous avez un distributeur qui vous envoie vos produits, qui doit les distribuer au hasard en Chine, et puis il s'aperçoit qu'en Malaisie, vos produits coûtent 30% plus cher. Donc, en fait, au lieu de vendre en Chine, il va tout réexpédier en Malaisie en douce, et puis se mettre à les vendre en Malaisie pour empocher le différentiel de marge. Ça pose tout un tas de problèmes. Mais typiquement, ça aujourd'hui, comment c'est traité? En gros, c'est traité
On soupçonne qu'il y a ce genre de phénomène, on pense que c'est peut-être dans tel et tel magasin, donc on va envoyer des gens faire des enquêtes sur le terrain, prendre quelques produits dans les magasins en Malaisie, venir les revérifier, etc. Enfin, en gros, on est dans un mécanisme où on cherche une aiguille dans une meule de foin un peu au hasard, et donc structurellement, on arrive toujours après la bataille face à ce genre de problème, parce que le mécanisme de marché gris change en fait, change de chemin relativement rapidement. Bref, globalement, il y a beaucoup de traçabilité depuis 40 ans, mais il y a un, comment dire, il y a un terreau de données, d'informations, etc., qui est là, mais sur lesquels il manque, de mon point de vue, une forme de mise en cohérence de toutes ces données pour avoir une vue un peu non seulement bout en bout, mais aussi temps réel de ce qui se passe, et du coup pouvoir aller agir de manière ciblée là où il y a des dysfonctionnements, qui peuvent être normaux ou anormaux, peu importe, hein, mais pouvoir agir là où il y a des dysfonctionnements et améliorer de manière continue finalement la chaîne. On est en plein dans l'idée finalement d'une sorte de lean, pour reprendre le contexte de Philippe, appliqué à une supply chain. Donc en gros, ce qu'on a besoin de faire, ce serait quoi? Ce serait de se dire, on va collecter de l'information en permanence le long de la supply chain, typiquement en se basant sur les différentes sources que j'ai évoquées à l'instant, qui préexistent, mais qui sont isolées. On va les collecter, on va les sécuriser, au sens où c'est de la donnée business qui vient d'acteurs différents, donc en termes de confidentialité, c'est relativement important de la sécuriser. C'est aussi important d'en sécuriser l'intégrité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'à un moment donné, un acteur puisse tous les 4 matins venir un jour dire aujourd'hui j'ai fait A, puis le lendemain il vient changer, il dit non, en fait j'ai pas fait A, j'ai fait B, puis le surlendemain il vient changer en disant non, j'ai fait C. Voilà, si on déclare des choses, qu'on capte de l'information tout le long de la chaîne, ce qui est déclaré par chacun doit être engageant. À partir de là, on va pouvoir l'analyser, et puis de l'analyse, on va pouvoir tirer des plans d'action et aller agir sur le terrain et améliorer tout ça. Finalement, c'est un schéma qui est super simpliste, mais qui permet d'illustrer qu'en fait, la difficulté qui se pose aujourd'hui, c'est sur les deux, essentiellement, c'est sur ce qu'on sait fondamentalement pas faire, c'est les deux boîtes en rouge. C'est vraiment comment je vais collecter de l'information dans un environnement finalement très distribué, très fragmenté, très changeant, et assurer que tout ça, ça reste assez sécurisé. Et c'est exactement sur ces deux endroits-là que la techno dite blockchain vient apporter une réponse. Et donc pour ça, je vais faire un petit zoom technique rapide sur qu'est-ce que c'est que blockchain. Il y a plein d'angles de vue pour le regarder. Moi, je m'intéresse là à l'angle de vue qui a trait aux propriétés techniques de ce que c'est. Parce que je pense que c'est ça qui est important à comprendre pour voir comment ça s'insère dans ce genre de schéma. Blockchain, si on fait simple, c'est une base de données qui a une propriété, c'est qu'elle est distribuée, c'est-à-dire qu'elle est recopiée. Elle peut être partagée en quelque sorte entre plein d'acteurs qui en ont chacun une copie indépendante, mais synchronisée par un protocole qui va assurer à tout moment que la copie de cette base de données que chaque personne a, chaque acteur a, contient exactement les mêmes données. Et par ailleurs, cette base de données, elle a une caractéristique, c'est qu'elle a une structure interne particulière, qui est ce qu'on appelle justement la chaîne de blocs, qui permet de garantir que si un des acteurs vient essayer de modifier un enregistrement passé, quelque chose qui a été écrit par lui ou par un autre dans le passé, tous les autres participants vont être avertis. En gros, ça va créer une incohérence dans le réseau, et le protocole va la détecter et va la mettre en évidence. Donc en gros, ce que ça fait, c'est que vous avez une base de données qui est partagée entre plein d'acteurs, et si l'un vient modifier une donnée passée, tous les autres sont au courant. Donc en fait, vous avez la base pour deux choses, à la fois une base de données partagées, donc ça permet de mettre en commun finalement assez facilement de l'information, et de manière indépendante, ce qui est important aussi, et aussi une base de données dont les données sont infalsifiables, donc qui peut servir de base
pour aller finalement auditer les déclarations de chacun. Je reprends le cas de l'exemple du lait pour enfants qu'on a tous vu en Europe il y a en 2018. Donc, un retrait coordonné qui, en gros, prend 4 mois à faire avec du lait qui potentiellement met en danger la vie de gamin. Et en France, il faut 4 mois pour faire ça. Un des sujets au cœur du conflit, finalement, entre l'industriel et les distributeurs, c'est l'industriel qui dit « Mais moi, en fait, j'ai donné en temps et en heure la liste de tous les lots qu'il fallait rappeler. Donc, s'il faut 4 mois pour les enlever des magasins, ce n'est pas ma faute. C'est un problème d'exécution du rappel par les distributeurs. » Et des distributeurs qui disent « Ah ben, pas du tout. Moi, vous m'aviez dit qu'il fallait retirer les lots 1 et 2, vous m'avez jamais dit qu'il fallait retirer le lot 3. Donc, s'il m'a fallu 4 mois pour retirer le lot 3, ce n'est pas ma faute, hein, c'est parce que vous ne m'avez pas dit. » Donc là, on est sur un vrai problème de responsabilité qui, aujourd'hui, concrètement, se solde par celui qui est responsable, c'est celui qui s'est le moins bien communiqué. Hein, c'est concrètement ça qui s'est passé. Alors que la question, c'est une question fondamentalement de qui a transmis quoi à quel moment. C'est là que se joue la responsabilité. Et ça, on ne sait pas l'établir. Donc, typiquement, ce genre d'environnement partagé auditable permet de dire, ben voilà, moi, je fais un rappel, je mets dans cette base partagée la liste des lois rappelées. C'est plus contestable par un tiers. Et d'autre part, si j'en ai oublié un, je ne peux pas prétendre que j'avais tout donné. Tout est auditable de manière non contestable. Donc, ça remplit vraiment le job de venir résoudre un certain nombre de problèmes très, très concrets qui existent aujourd'hui dans les supply chains. Okay. Mathieu, j'ai une question de Dominique Aleman qui demande qui audite la blockchain et comment on fait pour être confiant sur le fait que c'est infalsifiable et à quelle fréquence, si tant est que la question a du sens, à quelle fréquence on le fait? Oui. Alors, pour que ce soit infalsifiable, il y a en fait, tout ce que je viens d'écrire, c'est la promesse de la technologie. Donc, c'est ce qu'elle est capable de faire. Après ça, pour que cette promesse elle soit remplie, il y a notamment sur le côté infalsifiable, il y a une condition sine qua non, qui est que les différences qu'on va appeler différentes nœuds, les différentes copies de la base de données, là, les A, B, C, D, E, F, G, H qu'on voit là sur le schéma, que tout ça soit détenu par des acteurs qui sont indépendants. Ce que je veux dire par là, c'est si moi je prends une technologie blockchain et que les 8 nœuds ici, ils sont chez moi sur mon ordinateur, encore une fois, c'est une base de données, quoi. Donc, ma capacité de venir modifier ce qu'il y a dedans, ça peut s'appeler blockchain, ça peut s'appeler Pierre, Paul ou Jacques, ça ne change rien. Je peux très simplement modifier les données qu'il y a dedans. En revanche, si moi j'ai une copie A et que toi, Philippe, tu as une autre copie de cette base de données, si on ne se met pas d'accord, on ne peut pas modifier les données qu'il y a dedans. Donc, en fait, l'enjeu du côté infalsifiable, c'est que les différentes copies doivent être détenues par des acteurs qui sont indépendants. Donc, ça peut être un industriel et son fournisseur. Ils ne pourront pas se mettre d'accord. Donc, éventuellement même des enjeux business confrontatifs qui ne peuvent pas s'aligner pour se mettre d'accord pour falsifier chacun leur base. Tout à fait, exactement. Mais en fait, ça va assez vite. Hein. Assez vite. Pourquoi est-ce que moi, industriel, je vais prendre le risque de falsifier de l'information pour faire plaisir à un autre? Faut assez vite, si on est ne serait-ce que pas sur le même secteur ou si on n'est pas au même endroit de la chaîne de valeur, etc., bon, ça ne va pas se faire. Alors, et là où on peut encore durcir ça, c'est un réseau comme ça où une des parties prenantes serait par exemple, je ne sais pas, les douanes ou serait la DGCCRF, ce serait un organisme ou un organisme de certification, un DECRA, je ne sais quoi. Bah, tout de suite, on voit bien que la question, elle est répondue, quoi. Donc, en fait, il faut qu'il y ait un minimum d'acteurs qui aient des intérêts qui soient divergents. Ce qui veut dire, d'ailleurs, là, je fais une parenthèse là-dessus, mais je pense qu'en tout cas, dans l'application industrielle de ce genre de choses, l'idée de dire que blockchain supprime les tiers de confiance, etc., je pense que c'est une idée qui est relativement fausse. Bien sûr qu'il y a une place pour les tiers de confiance, mais leur place, elle est justement de venir, enfin une place, elle est à minima de venir garantir par leur participation au réseau
l'auditabilité des données qui sont partagées et le fait qu'elles ont la capacité à servir de preuve en cas de problème. Une deuxième place que ces acteurs peuvent avoir, c'est d'analyser ces données, comprendre ce qui se passe dans les chaînes. La notion de tiers, souvent, c'est quelqu'un qui n'a aucun enjeu dans la supply chain. Là, si on parle de supply chain, là, le fait que A, ça puisse être un producteur de coton, B, un transporteur, C, un logisticien, D, un grossiste, E, un transformateur, F, un distributeur et G, un grand magasin, fait que tous ces gens-là sont partie prenante à la chaîne et ont des enjeux suffisamment différents pour n'avoir aucun intérêt à falsifier le truc. On n'a pas besoin d'un notaire forcément dans A, B, C, D, E, F, G, H. On n'a pas besoin, mais il peut y avoir. Quelqu'un qui n'a rien à voir dans la chaîne. Non, tout à fait. On n'a pas besoin, mais il peut y avoir. Il peut y avoir. Et une autre question qui a un rapport direct avec la discussion d'Antoine Bernardi, c'est les blockchains privées seraient donc moins sûres que les blockchains publiques? Alors, une blockchain privée au sens où tous les nœuds appartiennent à un seul acteur, que ce soit un acteur de la chaîne de valeur, que ce soit un acteur technique, à mon avis, ça a zéro valeur. Ah ouais. Enfin, je veux dire, encore une fois, les promesses de la technologie, elles ne sont pas intrinsèques, elles sont liées à son mode de déploiement. Donc, si ce n'est pas déployé de manière à garantir ces promesses, ben, il n'y a pas ces promesses. Ouais. Et une autre question qui est un peu plus lointaine du sujet, mais je la pose quand même, c'est plutôt que de la garder pour la fin, est-ce que la blockchain permet de respecter les contraintes RGPD? Alors, ça, c'est une question effectivement intéressante et qui tourne beaucoup. Si vous le voyez comme une base de données, finalement, la contrainte RGPD, elle va se poser en termes de qu'est-ce que vous mettez dans cette base de données. Donc, si vous mettez dans cette base de données, dans les enregistrements que vous mettez dans la blockchain, le nom, prénom, date de naissance et je ne sais quoi, enfin une autre information personnelle sur des individus, non, vous êtes clairement en breach en tout cas, vous risquez de ne pas respecter le RGPD puisque a priori, les données ne sont pas falsifiables, donc pas modifiables notamment, et donc notamment pas effaçables, ce qui est une des grandes obligations du RGPD. Après, donc la conclusion qu'il faut en tirer, c'est qu'il ne faut pas mettre dans une blockchain directement des données de personnes. Et notamment, il se trouve que par ailleurs, la structure de ces bases de données fait que, comment dire, elle ne s'est pas adaptée à des très gros volumes de données. Quand je dis très gros, je veux dire des téraoctets de données, quoi. C'est pas adapté à ce genre de choses. Et donc, la bonne approche, selon moi, qui est quand même utilisée par beaucoup de gens, c'est de mettre dans cette base de données non pas le nom, prénom, date de naissance, adresse des gens, mais éventuellement de prendre ce qu'on va appeler une empreinte de ça. Donc, c'est une signature du document, donc il y a finalement le résultat d'un calcul cryptographique, mais qui ne conserve pas la donnée, et qu'on ne peut pas rétro-ingénierer. Oui. Et c'est ça qu'on va écrire dans la base. Et pourquoi ça suffit? Parce que cette empreinte, elle permet d'identifier de manière unique la donnée qui a été fournie, de même que votre empreinte digitale, elle permet de vous identifier de manière unique. Donc, ça permet d'avoir l'auditabilité d'un point de vue qui a fourni quelle information à quel moment, sans jamais nécessairement connaître l'information elle-même. Et l'information elle-même, elle peut être stockée ailleurs. C'est ce qu'on a fait pour les producteurs et les consommateurs d'énergie. On ne pouvait pas les inscrire, donc on inscrivait des signatures Exactement. Qu'on ne pouvait pas remonter. Voilà. Oui. Et là, dans un schéma comme ça, c'est complètement compliant RGPD. C'est même d'ailleurs une des recommandations des RGPD, c'est ce qui s'appelle la pseudonymisation. Et ça, c'est complètement compliant. C'est-à-dire que le jour où vous devez effacer les données d'un individu, vous effacez la donnée d'origine et il vous reste dans votre base de données une empreinte dont vous ne savez rien dire, quoi. Donc, il n'y a pas de contre-indication entre blockchain et RGPD, mais en revanche, c'est une technologie, il faut l'utiliser correctement compte tenu des contraintes légales qui existent par ailleurs. Quelqu'un pose la question, quelqu'un qui aurait l'algo, alors j'imagine que c'est pourri parce qu'il y avait marqué l'algo pourri, mais non, c'est quelqu'un qui aurait l'algo pourrait alors récupérer l'info brute à partir du hash. Je te laisse répondre à la question, Mathieu. Non, c'est impossible. C'est le principe même de la fonction de hash, on ne peut pas remonter. Tout à fait. C'est en termes mathématiques, on va dire que c'est des algorithmes qui sont destructeurs par rapport à la donnée. C'est impossible de remonter.
En revanche, si vous avez la donnée d'origine, vous pouvez recalculer le hash et regarder que c'est bien celui qui est effectivement été enregistré dans le blockchain. Donc, ça va être ça la base de l'auditabilité. J'ai fourni ça, ma liste de lots à rappeler, il y a un hash de lots de la liste des lots dans la blockchain. Le jour où je dis, mais moi j'ai bien fourni la liste des lots 1, 2, 3, 4 à rappeler, je prends le fichier, je dis voilà ce que j'ai envoyé, je calcule le hash, je compare, je dis bah regardez, c'est effectivement bien ce que j'avais envoyé il y a 6 mois qui est dans la blockchain, donc c'est bien ça que j'avais envoyé. Mais on ne peut jamais remonter dans l'autre sens. Autre question, Mathieu, c'est comment est-ce qu'on gère le cycle de vie des données, les données actives, consultables au sens archive, et ensuite supprimées? Alors, pour ça, je vais avancer d'un cran pour expliquer ce qu'on fait. Parce que là, après ça, je pense qu'il peut y avoir plusieurs stratégies. Moi, je peux expliquer une autre stratégie. Ouais, alors, juste une parenthèse rapide. Donc, si je résume, pourquoi blockchain pour la traçabilité? Deux choses. C'est une base de données décentralisée. Donc, en fait, si on imagine que chacun des détenteurs de cette base de données, c'est un acteur de la supply chain, en fait, ça permet d'aller installer ça dans ces environnements qui sont très distribués, je disais, les supply chains, par définition, et donc de gérer aussi l'intégration des différentes parties prenantes de manière indépendante. Donc, plutôt que de dire j'ai 100 fournisseurs que je vais tous venir brancher sur mon gros ERP, qui est le genre de projet, je pense qu'on a tous la perception que dans 10 ans, on y est encore. On va dire, en fait, je vais fournir à chacun de mes fournisseurs cette petite base de données. Il va gérer indépendamment son problème d'intégration. Et puis, les 10 premiers, ils sont intégrés. Puis les 20 suivants, ils viendront ensuite. Et les 40 suivants ensuite, etc. Et ils sont intégrés au fur et à mesure. Donc, ça permet juste mon point de vue, première chose, de simplifier la question d'intégration. Deuxièmement, le côté auditable et infalsifiable, ça répond vraiment à des questions opérationnelles très, très précises. Comment on met ça en œuvre? Pour répondre à la question que tu posais à l'instant, Philippe. Donc, il y a deux aspects dans la plateforme qu'on offre. Donc, d'une part, on va utiliser blockchain pour finalement créer un réseau de données B2B qui permet d'aller collecter cette information, donc les différents petits bouts de cycle de vie du produit. Et ensuite, on va amener tout ça sur notre plateforme, qui est un environnement SaaS qu'on contrôle, sur lequel on va prendre les différents petits morceaux d'informations déclarés par chacun des acteurs de la supply chain. On va les recoller bout à bout et fournir du coup à nos clients une vue de comment s'est déroulé leur supply chain dans la vraie vie, compte tenu de ce que chacun a déclaré. Et ensuite, on va analyser ça. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça correspond au cahier des charges, aux attentes, aux objectifs d'optimisation, etc. En vue, en gros, de soit extraire cette donnée pour fournir de la transparence aux clients, soit l'utiliser pour analyser de manière opérationnelle ce qui se passe. Quel est, par exemple, le niveau des stocks de mes produits chez mes fournisseurs en aval, ou répondre à des questions réglementaires. Pour répondre à ta... Tu peux juste me reformuler la question, Philippe, pour que je sois sûr de compris. La question, c'était comment est-ce qu'on gère le cycle de vie des données? La donnée, elle est créée, elle est active, elle est archivée, elle est détruite. Voilà. Est-ce que ça a un sens dans la blockchain, ces différents statuts de la donnée? Alors, de mon point de vue, il y a deux choses. Dans le réseau blockchain, il y a finalement cette trace, cette empreinte des données. Cette empreinte, elle est infalsifiable, elle n'a pas spécifiquement de statut. On peut imaginer d'utiliser le blockchain pour enregistrer des transactions ou rajouter des informations qui ont trait au statut de la donnée. Mais vraiment, c'est de la donnée supplémentaire en quelque sorte. De mon point de vue, le cycle de vie réel des données métiers qui sont partagées, en fait, il est plutôt géré au niveau de ce que j'appelle là sur le schéma la tour de contrôle. Donc, il est géré à part. Pour moi, il faut voir finalement la blockchain dans ce contexte comme une infrastructure qui permet de récolter la donnée et de l'auditer. Et puis après ça, elle va être exploitée. Et c'est dans le système qui va exploiter la donnée. Là, on va retrouver toutes les mécaniques de gestion de données, de cycle de vie, d'archivage, etc. Potentiellement de destruction, en lien avec le RGPD, par exemple, qu'on évoquait tout à l'heure. Mais ce n'est pas, à mon sens, ce n'est pas le rôle de blockchain que de gérer ça. Ça sert juste d'infrastructure, en fait. Voilà, et donc le cycle de vie, on peut le gérer, par exemple, avec des dates ou en analysant le bloc et en se disant, voilà, cette donnée, de toute façon, elle n'a plus aucun sens, on est capable de la lire.
mais on peut considérer qu'elle est plus vivante. Tout à fait. Tout à fait. Encore une fois, il faut voir ça comme, en tout cas dans un contexte supply chain, toute cette donnée qui circule, elle a vocation à représenter en fait finalement ce qui se passe dans le monde physique. Donc, on peut aussi voir le cycle de vie, comme par exemple quand il y a une destruction sur un produit, finalement l'événement de destruction qui va être enregistré dans ce réseau et traité et rendu visible dans un tour de contrôle, on peut voir cet événement de destruction physique comme étant aussi un état finalement du cycle de vie de la donnée. Dans tous les cas, pour moi, ça se gère en dehors de blockchain qui sert vraiment d'infrastructure de transport plus qu'autre chose. Si je prends des exemples concrets de clients qu'on a traités sur les 3 types d'usages que je décrivais, donc on a un ensemble de clients dans différents secteurs sur l'aspect qui utilisent ça dans une optique transparence. Donc, historiquement, le premier, c'était avec le groupe Casino. On assure la traçabilité de filières, notamment tout ce qui est miel, volaille et œufs en marque distributeur Casino et Géant Casino. Dans l'idée de Casino, là, ce qui est une idée qu'on retrouve chez beaucoup de distributeurs, c'est que le MDD, c'est des produits qui ont une image de marque en général pas extraordinaire. Il se trouve qu'il y a un centre de filières sur lequel, au contraire, en fait, en tout cas chez Casino, c'est des produits de grande qualité, origine française, locale, etc. Donc, ils voulaient mettre ça en avant. Et en fait, en profiter pour mettre en avant non pas tant la marque Casino que l'ensemble de la filière. Donc, mettre en avant les coopératives, voire les agriculteurs, etc. Et rendre ça, et du coup, permettre à ces coopératives de se valoriser elles-mêmes. Et je prends un exemple de ça très concret qui est assez, je trouve, qui est assez intéressant. C'est que, par exemple, la coopérative de miel qui fournit le miel de MDD de Casino, une petite coopérative, 50 personnes, etc. Donc, ils participent au réseau. Donc, c'est juste aussi que c'est pas compliqué à mettre en œuvre. Mais une fois que ça a été mis en place, ils ont été contactés par d'autres distributeurs qui leur ont dit mais en fait, moi, votre miel tracé, ça m'intéresse vachement. Et donc, je voudrais que vous participiez à nos. Je voudrais vous intégrer comme fournisseur en fait, de MDD dans mes références. Donc, ce que je veux dire, c'est que une mécanique assez intéressante qui permet finalement à des acteurs qui ne sont jamais visibles en fait du consommateur, qui ne sont jamais visibles même du reste de l'écosystème, en gagnant de la visibilité, potentiellement d'aller développer du business sur la base du fait que en fait, ils font bien leur job. Je trouve que ça, c'est une mécanique qui est assez intéressante. Et alors, Mathieu, dans cette logique de transparence, là, on retrouve peut-être la crainte de notre client broker d'énergie, qui est, si tu mets en valeur la ferme, je ne sais pas où, sur le plateau de Saclay, qui fait un lait fantastique, peut-être qu'elle va se faire démarcher par d'autres MDD. Et si Casino n'a pas bien blindé son contrat, il va se dire, mince, je me suis fait piquer mon super fournisseur. Ouais, mais je pense que c'est un. On n'y est pas. Il peut y avoir des exceptions. D'abord, on n'y est pas. Et ensuite, je pense que c'est un mauvais calcul. C'est-à-dire que le bon calcul, c'est plutôt de se dire, mais en fait, ça va permettre à mon fournisseur de se développer. Ça va permettre à moi de mettre en avant la qualité, par exemple, de mon miel. Et donc, je pense qu'il faut le voir, non pas. Ce que tu décris, c'est finalement une réaction hyper défensive, quoi. C'est je peux pas développer mon business et donc je vais essayer de protéger et de tout cacher. Je te dis que c'est une remarque qu'on avait eue. On ne peut pas divulguer nos producteurs, c'est une donnée stratégique. C'est peut-être pas du tout le cas ou beaucoup moins le cas pour l'agroalimentaire. Alors ça dépend. Tu as des cas où tu as des secteurs où c'est le cas. Par exemple, sur sur les élevages de volailles, toujours pour Casino, là c'est encore différent. C'est que c'est les agriculteurs qui ne voulaient pas que leur nom soit divulgué parce qu'ils ont la trouille. La trouille d'avoir leurs exploitations qui sont abîmées, etc. Ils sont saccagés, oui. Okay. Donc, on a une autre question qui est dans la chaîne, qui paye quoi dans le schéma? Les fournisseurs, le client, quel coût d'implémentation? Et j'imagine le coût d'implémentation CAPEX, OPEX pour les différentes parties prenantes.
Ouais, alors là, c'est vraiment hyper spécifique Tilcal, hein. D'autres acteurs peuvent avoir des trucs différents. Nous, notre schéma, si je reviens là-dessus, la partie réseau, personne ne paye rien, parce que ça n'a pas vraiment de sens, je pense, de faire payer des gens pour partager leurs données. Nous, ce qu'on vend, c'est l'accès aux données une fois qu'on les a traitées, analysées, etc., remises en forme et tout ça. Et donc ça, c'est sous forme d'un abonnement. Et donc, en gros, nos clients, ils sont ceux qui veulent accéder à ces données, ils payent un abonnement alors qu'ils démarrent à 30 000 euros par an. Et puis après ça, c'est variable en fonction du volume de sources de données. Et puis, tu peux avoir des acteurs, des fournisseurs qui ne veulent pas particulièrement avoir de l'analyse sur ces données. Ils sont juste dans un mode de partage. À ce moment-là, ils ne payent rien du tout, quoi. Donc, le déploiement du réseau, il est free of charge. C'est Ouais. l'accès aux données qui est payant. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Deuxième exemple sur un angle plus industriel, qui est intéressant parce qu'on est vraiment sur du projet à très grosse échelle. En fait, on assure avec Danone en fait, la traçabilité de tout leurs approvisionnements de lait pour enfants vers la Chine. Donc là, on est sur des gros enjeux, d'abord parce que c'est le premier marché mondial de Danone sur le lait pour enfants, et ensuite parce que c'est un marché qui a été très exposé à des problématiques de contrefaçon graves entre 2010 et le dernier cas était en 2016 ou 2017, avec des laits qui étaient frauduleux, hein, mélangés à de la poudre de plastique, ce qui n'était pas extrêmement bon pour les mômes. Alors Danone n'a jamais été concerné, c'est des concurrents qui étaient concernés, notamment Abbott, Fonterra, etc. Mais ça a un impact direct sur le marché pour tout le monde. C'est-à-dire que ça a créé des véritables paniques qui font que le marché local s'est écroulé pour tous les acteurs. Donc il y a un vrai enjeu pour Danone de faire deux choses. Un, de pouvoir rassurer ses consommateurs. Donc pour ça, en gros, enfin pas en gros d'ailleurs, pour ça, ils ont mis en place un système assez ambitieux de sérialisation de chacune des boîtes de lait. Donc toutes ces boîtes, donc on parle quand même de quelques centaines de millions de boîtes par an, sont marquées de manière unique avec un QR code externe qui permet aux consommateurs de venir regarder l'origine du lait, toute l'histoire du lait, etc., rassurer sur le fait que c'est un lait qui n'est pas produit en Chine, etc. Et puis après ça, il y a la question de s'il y a des dysfonctionnements sur la chaîne, il faut pouvoir les détecter, donc il faut comprendre comment fonctionne notre supply chain en permanence, et la surveiller en permanence. Et nous, c'est sur ça qu'on intervient. Donc en fait, on assure la traçabilité des boîtes, donc soit au niveau sérialisation, soit au niveau des cartons ou des palettes, suivant là où on est dans la chaîne, depuis les 6 supply points de Danone dans le monde, jusqu'aux douanes chinoises et tout le réseau des grossistes, tier 1, tier 2, jusqu'au retail de Danone. Donc on est sur plus d'une centaine d'entrepôts en Chine, sur des centaines de millions de produits, encore une fois, tracés unitairement. Donc là, ce qu'on fait, nous, en fait, c'est qu'on capte tous les flux entrants et sortants dans les entrepôts, plus les flux de destruction. Du coup, on en déduit une vue de ce que doivent être les stocks des produits Danone en Chine, donc ce qui permet aussi de travailler sur le forecast, évidemment, de travailler sur l'optimisation de ces stocks, de détecter les stocks morts ou avec une circulation des produits insuffisante compte tenu des DLC, etc. Donc, ce que ça montre aussi, c'est que la question du déploiement à grande échelle de ce genre de choses, c'est une question qui est, je ne sais pas si elle est résolue pour tout le monde, enfin, en tout cas, c'est une question qui peut être résolue et sur lesquelles on est sur des déploiements qui sont des centres de déploiement en fait, qui sont relativement courts compte tenu de l'ampleur. Encore une fois, plusieurs centaines d'entrepôts, etc. C'est pas simple. Et puis, dernier cas, peut-être, sur lequel je ne peux pas trop m'étendre, mais on travaille avec pour donner une illustration sur une autre industrie, on travaille avec Daher, donc gros fournisseur d'Airbus, sur des questions en fait de conformité fiscale et douanière par rapport à des importations de matières premières. Donc, en gros, quand vous importez certaines matières premières dans l'Union européenne, il y a des taxations douanières particulières si ces matières premières sont utilisées à 100% pour l'industrie aéronautique. Simplement, il faut être capable de démontrer cet usage à 100% pour l'industrie aéronautique. Et en fait, il y a des contrôles fiscaux qui sont faits a posteriori, souvent longtemps après, où la douane tout d'un coup vient vous dire, mais montrez-moi que le container 23 là, de telle matière première reçu il y a 2 ans, que vous avez bien tout utilisé pour l'industrie aéronautique. Et donc là, c'est vos matières premières,
toute la chaîne de fabrication, de transformation, etc., l'installation sur les Airbus, réussir à montrer, à faire ce lien, quoi. Donc, c'est évidemment pas simpliste. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on constitue au fil de l'eau, au fil du processus industriel, donc depuis l'importation jusqu'à l'installation, le dossier douanier qui, du coup, est disponible en permanence. On arrive à la fin du crédit temps. Là, il nous reste 3 minutes, Mathieu. J'ai fini, ça tombe bien. Quelle synchronisation. On a pris les questions au fil de l'eau. On en a 2 qu'on n'a pas traitées, qui sont quels peuvent être les différents freins au déploiement de la technologie et quelles sont les perspectives d'évolution. La personne pense à l'e-administration de l'Estonie où quand quelqu'un consulte vos données personnelles ou vos données, vous avez une alerte, on vous informe que quelqu'un a consulté les données. La BCE parlait récemment d'un modèle de crypto-euro. Donc, 3 questions. Les freins au déploiement, les perspectives d'évolution, notamment en e-administration et en monnaie officielle au sens où ce n'est pas la blockchain et pas l'Ether. Ouais. Alors, il y a un certain nombre de questions là-dedans sur lesquelles je me déclare incompétent. Donc, notamment tout ce qui est crypto-monnaie, j'ai des opinions, mais j'ai pas de compétences particulières là-dessus, donc je me permettrai de faire une impasse sur cette question. Okay. Sur les freins au déploiement, alors, de mon point de vue, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de freins techniques. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'amoindrir le plus possible ces freins techniques. Je disais tout à l'heure, la coopérative de Casino, 50 personnes, un informaticien, ils ont installé une copie de cette base de données blockchain, ça a pris une demi-heure, enfin, c'est pas un gros enjeu, quoi. Ils l'ont installé dans le cloud. Ouais, c'est ça, exactement. Ils l'ont installé dans un cloud. Enfin, ça va très vite. Une fois que c'est bien packagé, ça va très vite. L'enjeu, c'est pas un enjeu de déploiement de ça, c'est pas un enjeu technique, c'est beaucoup un enjeu finalement de relation au sein de la supply chain et un enjeu de partage de valeur. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'un nouveau fournisseur, il va effectivement partager de la donnée, c'est un peu ce que tu évoquais tout à l'heure sur rendre public ou pas les fournisseurs, etc. Mais de manière plus générale, qu'est-ce qui fait qu'un fournisseur il va partager de l'information pour donner de la visibilité sur ce qu'il fait ses propres fournisseurs à lui? Je pense que la bonne façon de le voir, c'est que tout ça, ça a un but, c'est de faire gagner de la valeur au produit et potentiellement de gagner des parts de marché. Cette valeur gagnée, comment elle est redistribuée? Si c'est un acteur central qui, sous prétexte qu'il est tout puissant et qu'il est en bout de chaîne, capte toute la valeur et redistribue rien en amont, je pense que c'est voué à l'échec de base. Donc, il faut trouver les vecteurs de répartition de la valeur qui peuvent être de donner de la visibilité à un fournisseur qui lui permet à lui-même de gagner du business. Il peut y avoir d'autres mécaniques, mais c'est une question centrale et c'est souvent ce à quoi on se... c'est souvent, comment dire, une fois qu'on a enlevé tous les freins techniques, c'est souvent la question qui arrive juste après, quoi. What's in it for me? Et c'est assez... en fait, une fois qu'on le dit comme ça, c'est assez évident, quoi. Merci beaucoup, Mathieu. C'était très, très éclairant et les exemples, on voit qu'on n'est plus du tout dans des POC et des démonstrateurs, mais dans des applications qui sont déployées et qui sont à la main des clients et des utilisateurs. Je ne demanderai pas si vous avez une dernière question parce qu'il est déjà 10h01. Par contre, vous pouvez nous contacter par échange de mails. Peut-être tu voulais ajouter une dernière chose, Mathieu? Non, pas du tout. C'est exactement ce que tu viens de dire. Si vous voulez approfondir le sujet, c'est avec plaisir. Voilà. Et écoutez, merci pour votre attention et puis pour ces questions qui nous ont permis d'échanger de manière assez dynamique. J'espère qu'on a répondu à vos questions et encore une fois, au plaisir d'échanger plus avant en fonction de besoins spécifiques que vous pourriez avoir. Merci à tous. Bonne journée. Bon week-end à vous. Bonne journée. Au revoir.